Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Marmiton ramène sa fraise. Aujourd'hui, je vous propose un peu de chaleur, de couleur et de dépaysement avec tous les secrets de la cuisine indienne dans lesquels Bina Paradin va nous aiguiller. Bonjour Bina. Bonjour Estelle. Bina est l'auteur d'un livre de cuisine indienne primé plusieurs fois qui s'appelle Inde intime et gourmande aux éditions La Martinière, qu'elle a écrit avec sa maman. Elle est aussi la créatrice d'une gamme d'épices et d'épices et de produits indiens, elle vous en dira plus tout à l'heure, qui s'appelle Bindi. Et elle est également... Qu'est-ce que j'ai oublié, Bina? C'est bon, je pense que tu as fait un bon tour. C'est bon, parce qu'elle en fait tellement autour de la cuisine indienne que c'est quand même parfois un peu difficile à suivre. Avec nous également aujourd'hui, Apollina Foss. Bonjour Apollina. Bonjour Apollina. Bonjour à tous, bonjour. Que fais-tu autour de la cuisine indienne, toi? Je viens d'une famille de cuisinières professionnelles et donc voilà, la cuisine, comme tout Indien, c'est dans ma vie depuis toute petite. On a l'odorat très, très affûté, très éduqué. Et donc, Bina, c'est ça, on sait reconnaître les épices rien qu'en les sentant. Bon, bah, tu nous en montreras un peu plus tout à l'heure, alors. Ouais. Également avec nous, Karine Cilia. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Alors, toi et la cuisine indienne? Moi et la cuisine indienne, ça a été un peu un coup de foudre assez tardif par rapport à. Enfin, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment à l'âge adulte et vraiment un rapport affectif par rapport aux épices que j'utilise tous les jours dans ma cuisine maintenant, quel que soit le plat que je réalise et toujours de plus en plus d'intérêt pour cette cuisine que j'aime toujours autant découvrir parce qu'il y a tellement de choses à découvrir que j'ai pas fini, quoi. Tu nous parles de ces trucs et astuces tout à l'heure. Également avec nous, Christophe Duhamel, le fondateur de Marmiton, mais qui cuisine aussi indien. Oui, effectivement. Donc, comme je disais, la cuisine indienne, pour moi, c'est d'abord un coup de cœur pour le pays. C'est-à-dire que je suis allé 8 fois en Inde et à chaque fois, j'ai testé des tonnes de choses. J'ai cuisiné avec des familles indiennes. J'ai goûté des tonnes de choses. Et donc, ce qui fait que maintenant, à la maison, j'ai tous mes petits pots d'épices et je cuisine beaucoup indien aussi. Bon, alors là, nous sommes entourés de spécialistes aujourd'hui qui vont pouvoir répondre à vos questions. Et d'ailleurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première question. Eh bien, la première question qui nous est posée par Eva, elle nous demande simplement qu'est-ce qui est la base de la cuisine indienne et qu'est-ce qu'il faut maîtriser en premier. Ah. Voilà, question assez vaste, mais je pense qu'on a de quoi répondre. Alors, à ton avis? Alors, la base de la cuisine indienne, il y a plein de choses et on pourrait parler des épices, du riz, des galettes, mais en bonne indienne du Sud, je dirais que la première base, c'est effectivement le riz et que c'est la première chose à maîtriser pour bien cuisiner indien. Et d'ailleurs, lorsque une maîtresse de maison reçoit, c'est là-dessus qu'elle est jugée en premier. Alors justement, peut-être tu vas pouvoir nous montrer comment tu le prépares, et puis peut-être à tour de rôle, vous allez pouvoir nous dire qu'est-ce qui pour vous est la base de la cuisine indienne. Alors, comment on fait le riz? Alors là, on va faire du riz basmati, donc qui n'est pas forcément le riz que tu manges tous les jours, plutôt un riz de fête, hein, et on va le faire de façon pilaf. Donc j'ai commencé par laver le basmati, c'est très important puisque les critères pour que le riz soit bon, c'est qu'il soit cuit à point, que les grains soient bien décollés. Et pour que les grains soient bien décollés, il faut que le riz soit bien lavé, qu'il n'y ait pas de fécule autour. Comment tu fais pour le laver? Tu le mets dans une grande bassine pleine d'eau, comme façon sushi, comme on voit parfois faire, ou tu le mets dans un tamis? Est-ce Alors, la façon traditionnelle de laver, c'est effectivement de le mettre dans une grande bassine et de laver à plusieurs eaux en remuant bien. J'avoue qu'il y a une façon parisienne, quand tu n'as pas une grande cuisine à l'indienne, qui est de le mettre dans une petite passoire et de rincer, tout simplement. Ouf, ça marche quand même. Ça marche quand même, sans problème. Alors, une fois que tu as rincé ce riz... Voilà, donc du coup, on va commencer par le faire sauter dans du ghee, enfin le faire nacrer. Quoi? Dans du ghee. Le ghee neuf, c'est ça? Le ghee, c'est du beurre clarifié à l'indienne. Donc c'est un produit qui est à base de beurre, que l'on fait chauffer longuement, dans lequel on enlève tout le petit lait. Et donc du coup, ça se conserve pendant des mois à température ambiante. C'est du beurre clarifié en fait. C'est du beurre clarifié, conservable. Longue conservation. D'accord, donc je peux le laisser dans mon placard. Dans le placard pendant 6 mois, 1 an, sans aucun problème. Sans que ce soit rance. Sans que ce soit rance. Et l'avantage du ghee, c'est que c'est un produit qui ne brûle pas dans la casserole et qui a en plus plein de propriétés ayurvédiques de la médecine ancienne indienne qui considère que c'est la meilleure matière grasse à utiliser.
Bon, alors pendant que tu commences peut-être à faire cuire le riz, le ghee, justement, vous en êtes des grands consommateurs, vous le faites vous-même? Apollina, peut-être? Oui, oui, oui. Déjà, si je peux ajouter quelques informations complémentaires en ce qui concerne le ghee. Avec plaisir. En fait, ce qu'on fait quand on prépare le ghee, c'est qu'on enlève toute matière liquide. Donc, le ghee est essentiellement seulement la matière grasse du beurre. Le beurre contient 80% de matière grasse et 20% d'autres produits. Et donc, c'est pour cette raison qu'on peut le conserver indéfiniment et on peut faire la grande friture avec. Ah oui, carrément de la friture. Ouais, ouais. Le luxe, la friture au beurre. Et puis, Bina, on a touché un petit peu sur l'aspect ayurvédique de ghee. Des études ont démontré qu'on ne digère pas le ghee comme une autre matière grasse. Donc c'est plus sain. Le corps en absorbe beaucoup moins. Ok. Et par rapport à la première question sur qu'est-ce que était la base de la cuisine indienne, vous êtes tous d'accord sur le fait que ce soit le riz ou il y a quelque chose d'autre qui vous semble emblématique? Si je peux le dire, je dirais oui, le riz, comme il y a d'autres produits dans le nord, on dira plutôt c'est le blé, mais la base de la cuisine indienne, c'est le bon dosage d'épices, pour moi. Alors les épices, on va pouvoir en parler une fois que le riz est en train de cuire, justement. Donc du coup, voilà, tu fais chauffer le ghee, tu rajoutes le riz dedans. Est-ce que c'est assez chaud? Peut-être pas. Et donc l'idée, c'est comme pour un risotto, de faire nacrer un petit peu le riz. Ah voilà. Cuisine en conditions extrêmes sous les caméras. Donc il est important de remuer, mais délicatement, puisque l'un des objectifs de notre cuisson du riz, c'est de garder les grains de riz le plus entiers possible. Oui, parce que donc j'avais vu sur un paquet qu'il y avait riz et brisure de riz. Oui, alors la brisure de riz, effectivement, est vendue et elle sert essentiellement à faire des galettes, par exemple. Donc quand tu fais des préparations dans lesquelles tu vas mixer ton riz, tu utilises de la brisure de riz parce que c'est moins cher et donc c'est économiquement plus rationnel. On va éviter de brûler le riz en direct. Voilà. Ça sent effectivement une odeur de beurre absolument délicieuse. On va essayer de baisser un petit peu ça. Baisser un petit peu. Voilà. Pour le riz, vous utilisez tous du riz basmati. Vous avez des marques de riz que vous aimez utiliser particulièrement? Christophe, peut-être? Au niveau du riz, Ton je micro prends encore, s'il te plaît. C'est bon, tu m'entends? Oui. Au niveau du riz, moi je prends souvent du basmati semi-complet qu'on trouve en magasin bio. Et sinon, avant j'achetais du basmati en vrac en grosse quantité, mais bon là je suis passé au bio, bon, par conviction. Pas en sac de 5 kilos en effet. Non. Moi, justement, j'ai envie de répondre à la question en disant je prends surtout du riz sans marque, hein, surtout pas de marque de grande consommation, même quand ils prétendent faire du riz basmati. Donc voilà, ou effectivement du riz en épicerie orientale ou indienne en vrac. Ok. Voilà. Donc là, oui, Apollina, tu voulais rajouter? Ce qui est important, à mon avis, c'est pas la marque de riz qu'on prend. Le riz, c'est comme des pommes de terre. Il faut que ça soit vieux. Donc, achetez votre riz en grande quantité. Le plus il reste, le mieux c'est. D'ailleurs, en Inde, on vend du vieux basmati et du jeune basmati. D'accord, donc ça se fait vieillir parce que ça change le goût du riz, la texture? Ça tient mieux. Oui, ça tient mieux à la cuisson, effectivement. Ah, mais ça, c'est un bon tuyau. Donc, il vaut mieux acheter son riz, le laisser dans son placard et puis après, pour mieux le cuisiner. Super. Alors là, tu as fait d'autres. Oui? Pour tout ce qui est différents types de riz, c'est vrai, le basmati, c'est universel. Mais Bina, venant du Sud, elle doit connaître le Rosa Mata. Il y a tellement de sortes de riz en Inde. Il y a des milliers de variétés de riz. Donc, essayez un peu de tout. Je note l'idée de faire un hangout spécial riz bientôt. Voilà. Et le basmati n'est pas forcément le riz le plus vendu ou le plus recherché en Inde. C'est celui qu'on connaît le mieux à l'étranger, je pense. D'accord. Donc, une fois que ton riz est nacré, tu rajoutes l'eau. Donc, c'est 2 fois le volume d'eau pour le volume de riz. Alors, et le mieux, c'est que l'eau soit chaude, la plus chaude possible, hein, parce que ça évite le choc thermique dans la casserole et donc de casser les grains de riz. Donc, le chiffre magique, c'est 1 verre de riz, 2 verres d'eau. Voilà, tout simplement. Retenez bien parce que ça change la vie. On sale. Je mélange, voilà, du gros sel normal.
Je veille à ce qu'il n'y ait pas de petits grains de riz qui dépassent, donc je remets tout dans l'eau. Et après, on couvre, et une fois que l'eau sera évaporée, le riz sera cuit. Donc c'est une recette très facile et complètement magique. Et il faudra juste remuer 1 ou 2 fois pendant la cuisson pour veiller à ce que ça soit cuit de façon cohérente. Il va cuire combien de temps à peu près? 1/4 d'heure. 1/4 d'heure, donc on a le temps de parler d'autre chose pendant ce temps, c'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question pendant que le riz mijote? Alors oui, on a une autre question de Christelle qui nous parle d'un grand classique, la pâte de curry, et qui nous demande comment on fait sa pâte de curry soi-même. Pina. Alors, question pas évidente, parce que finalement, dans la cuisine indienne, on fait pas, ou rarement, des pâtes de curry, parce que je vais faire une petite parenthèse pour dire que dans la cuisine indienne, il n'y a pas de grande vérité, parce que la cuisine varie fortement d'une région à l'autre, d'un cuisinier à l'autre. Donc là, on utilise traditionnellement plutôt des poudres, dans lesquelles on peut éventuellement, et surtout dans le nord de l'Inde, mettre des pâtes de gingembre, d'ail, d'oignon éventuellement. Mais par contre, la logique de la pâte de curry longue conservation n'est pas forcément indienne. Par contre, on peut évidemment assembler une pâte de curry dans une logique de praticité. Donc, ça peut être pour une recette plus nord de l'Inde avec une base de garam masala, donc un mélange d'épices, et puis ensuite tomates, oignons, gingembre, ail. Si on est dans une logique un peu plus sud de l'Inde, on pourra faire la même base en partant d'un masala cette fois-ci, avec de la noix de coco, des feuilles de curry, des graines, voilà. D'accord. Donc finalement, la pâte de curry, c'est pas la pâte de curry qu'on achète en bocal en France, c'est pas un produit finalement si originel que ça. Plus Asie du Sud-Est, Thaïlande que véritablement Inde. D'accord. Moi, je dirais que les pâtes, quand même à la maison, comme disait Bina, peut-être Christophe, tu me disais que tu aimais bien mélanger justement avec des gingembres et tout, ce genre de préparation humide. En fait, moi j'aime ce que j'aime beaucoup. Pour moi, la base de la cuisine indienne, c'est justement une espèce de cohérence entre les épices et les ingrédients. Donc pour moi, c'est très important d'avoir une base un petit peu pâteuse qui va aider justement à absorber ces parfums et à envelopper un petit peu tout ce qu'on va mettre dans le curry. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à prendre des oignons et parfois des échalotes, même si c'est plutôt l'oignon, coupés très très fin. Alors pour ça, je les passe au mixeur, tout bêtement. Et en fait, je conserve ça dans des petits dés. Je mets ça dans des bacs à glaçons et ça me fait des petits dés de préparation que je peux utiliser comme ça selon les besoins et que je sors du congélateur. Donc c'est cette petite pâte. Et je fais la même chose avec aussi du gingembre, parce que le gingembre aussi, j'aime bien en mettre dans mes currys. Et en fait, je mixe le gingembre avec un petit peu d'eau pour avoir quelque chose quand même d'un petit peu liquide, sinon c'est un peu trop sec. Et je congèle aussi en bac à glaçons. Et j'ai comme ça mes préparations et ça me sert pour commencer le curry au début et faire revenir tout ça avec les épices. Ok, excellente astuce. Moi, je vais faire ça à la maison rapidement, je pense. La pâte de curry, Karine, tu en fais. Apollina, tu voulais parler, excuse-moi. Oui, les pâtes de curry, je reviens un petit peu sur le fait que la cuisine indienne, ça n'existe pas. C'est des cuisines indiennes. C'est vraiment très local, très régional. L'Inde de nord au sud fait 3000 km et de l'est à ouest 2000 km. Donc, c'est comme l'Europe, on mange pas la même chose en Danemark qu'en Espagne. Donc, voilà. Et les pâtes de curry, c'est pas des pâtes de curry en bocal qu'on va conserver longtemps. C'est à chaque préparation qu'on va faire notre propre pâte de curry, qui va durer juste en petite quantité, juste pour la préparation. Donc, une des ustensiles indispensables dans une cuisine indienne, c'est un mixeur. Un mixeur de type petit mixeur pour bébé ou petit... c'est un blender avec un tout petit pot et surtout qui a un moteur très très fort pour pouvoir broyer toutes les épices correctement. D'accord, donc la première chose à faire pour cuisiner les filles indiens, c'est le riz et un mixeur. Donc voilà. Petit détail, le Thermomix marche très bien pour ça parce qu'il est très puissant, il permet vraiment d'avoir des choses très très fines. Ouais, oui, vrai. Mais c'est un budget peut-être aussi qu'on n'a pas tous dans notre cuisine un Thermomix, à regret d'ailleurs. Comment va le riz peut-être, si je puis me permettre? Est-ce qu'il faut mettre peut-être un peu plus fort? Oui, peut-être un peu plus fort. Bon, alors quand même qu'on ne rate pas le riz en direct, ça serait quand même pas très sérieux. Est-ce que tu aurais une autre question, Cécile, s'il te plaît? Tout à fait, j'en ai même deux qui se rejoignent. Alors il y a une question de Claire qui nous parle du masala et qui nous demande quelle est vraiment la définition du mot masala. Et ceci rejoint une autre question, ça tombe bien, de Laure qui nous dit comment on fait un masala maison. Voilà. Bon,
Alors, un point sur les noms, effectivement, parce qu'on est un peu perdu. Moi, j'ai toujours dit que c'est la poudre de curry. Et visiblement, tout le monde dit masala. Est-ce que tu peux Alors, la m'expliquer? poudre d'épices, c'est vraiment le masala. Donc après, il y a plein de sortes de masala, plein de types de masala, et les recettes vont, une fois de plus, varier d'une région à l'autre, d'un cuisinier à l'autre. Mais la définition du mélange d'épices, c'est vraiment masala. Et alors, le curry est, somme toute, un masala, un type de masala. D'accord, le curry, c'est un type de masala. Voilà. Ok, mais est-ce que c'est pas aussi autre chose? Je crois que tu nous en as amené, c'est pour Alors, que j'ai envie que tu nous montres, justement. On a effectivement Là. le curry, curry donne plein de noms différents, parce que c'est à la fois le nom d'un plat, le nom d'un mélange d'épices, donc d'un masala, mais qui, pour être tout à fait exact, a plutôt été réinventé par les Anglais, n'est pas forcément un mélange de base de la cuisine indienne. Et après, il y a les feuilles de curry, donc qui sont cet ingrédient frais, qui sont des feuilles vert émeraude. Et d'ailleurs là, le mot curry, c'est un mot qui, dans le sud de l'Inde, veut dire noir en fait. Et donc du coup, c'est juste la référence au fait que la couleur du vert est extrêmement soutenue. D'accord, donc au départ, la feuille, le mélange et puis le plat. Voilà, trois choses et qui sont mélangées complètement, mais qui ne reflètent pas les mêmes réalités. D'accord. Donc, le masala, mélange d'épices. Donc, la question qui était après, c'était comment on le fait finalement? Comment on le fait? Donc, le principe du masala, c'est un principe de torréfaction. Donc, on va toujours torréfier les épices pour exhaler les parfums, avoir le meilleur rendu possible. Donc, là, par exemple, j'ai préparé ce qu'il faut pour faire un garam masala. Donc, le garam masala, littéralement, ça veut dire mélange brûlant. Donc, c'est un mélange qui est à base de poivre et qui est un peu le mélange magique de la ménagère qui va venir relever toutes sortes de plats. Donc, donc on a du poivre. Ensuite, on a des épices un peu sucrées. Alors, donc, il n'y a pas la recette du garam masala. Ça n'existe pas. Chacun a sa recette. Donc là, je vous en propose une. Donc, la logique, c'est d'avoir une base de poivre, d'avoir ensuite des goûts un peu sucrés et des goûts un peu anisés. Donc, pour le côté plus sucré, plus doux, on a de la cannelle, de la cannelle, de la cardamome, des clous de girofle, un peu de muscade, on a de la coriandre, du fenouil et du cumin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épices. Voilà, et comme le disait tout à l'heure Apollina, finalement, le vrai secret ou la vraie force de la cuisine indienne, c'est de savoir faire ces mélanges d'épices dans un équilibre. Et je pense qu'il y a une idée reçue que je n'aime pas sur la cuisine indienne, c'est que le mélange d'épices ne couvre pas le goût des ingrédients de base. Il doit venir en fait exhaler, améliorer le goût du plat, mais on doit pouvoir trouver dans un curry, s'il s'agit d'un curry de poulet, quels légumes il y a en dessous, sans aucun problème. C'est vrai que souvent pour nous, on confond épicé et pimenté. Voilà, souvent ça, et c'est deux choses très différentes, puisque ça peut être épicé sans être pimenté, et c'est vrai que pour les palais occidentaux, souvent le pimenté couvre complètement le goût du reste. Donc, tu as préparé les épices, tu voulais les faire griller. Alors, voilà, on va les faire torréfier. Est-ce qu'il faut que la poêle soit chaude ou tu fais chauffer la poêle Alors après, on peut débattre, les deux sont faisables. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'avoue que j'aime bien quand la poêle est un peu chaude. Bon, alors. Je trouve que c'est plus facile à faire griller. On va commencer à faire chauffer. Non, juste que oui, moi aussi, je préfère le faire moi-même, même si je fais pas beaucoup de pâtes de curry proprement dit, les mélanges, je préfère les faire moi-même, notamment avec ce que j'ai appris avec Bina, quoi. Et que bien que je n'ai pas de moulin à épices ou à café, je me débrouille toute seule avec mon mortier et j'y arrive quand même, tant bien que mal, voilà. Donc c'est. Alors, effectivement, on va commencer par le faire griller et puis on va voir après comment le broyer. Apollina, toi aussi, tu les fais tous, alors tes mélanges d'épices? Oui. En fait, voilà, je reviens un petit peu sur le mot masala, en fait. Vous prenez 3-4 épices, vous le mélangez, vous avez un masala. D'accord. C'est un mélange d'épices. Puis, torréfier. Pourquoi on torréfie? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans un masala, c'est les huiles essentielles que contiennent ces épices. Donc, les faire torréfier, se fait un peu exalter et un peu réveiller ces huiles essentielles. Puis, j'avais noté, oui, pour le garam masala. En fait, garam, ça veut dire, oui, brûlant, chaud. Mais en fait, c'est comme en Ayurveda, comme dans la cuisine chinoise,
les aliments sont chauffants ou refroidissants. Et ces épices qui contiennent le garam masala se réchauffent le corps. Donc, c'est plutôt en hiver qu'on mangera ces épices. Ça tombe bien, là, c'est la poêle qui est très réchauffée. Je crois que ça va être le bon moment. Donc là, on a un mélange dans lequel il n'y a pas de poudre. Si on avait eu des poudres à rajouter, par exemple du curcuma en poudre, on l'aurait mis après. On ne le torréfie pas parce que ça brûlerait la poudre. Ah, donc, toujours les épices entières en premier? Toujours les épices entières en premier, et quand elles sont torréfiées, on rajoute le reste. Donc, normalement, feu pleine puissance. Pas si fort que ça. Oups. 3/4, je dirais, parce qu'il faut pouvoir bien maîtriser la montée en température. Et alors, il y a quelque chose qu'on va pas pouvoir transmettre, c'est que le moment où c'est prêt, on le sait avec un seul indicateur qui est le parfum. Ah, ça va être très très difficile. La technologie est là, mais on n'a pas encore inventé ça. C'est pour les émissions du futur, mais Il va falloir y penser. Voilà. Ça prend quelques minutes et il y a un moment où vraiment les épices sont torréfiées, le parfum exhalé devient beaucoup plus fort. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter, parce qu'après, on brûle. Bon, bah, je vais te faire confiance. Pendant que les épices grillent, peut-être jeter un œil au riz, parce que je vois qu'il y a presque plus d'eau. Tu m'arrêtes? Il y a très peu d'eau, donc du coup, il faudrait attendre juste que l'eau soit évaporée. Et ce qu'on fera, c'est qu'on arrêtera la cuisson quand l'eau sera évaporée et on laissera 2 minutes à couvert pour que le riz puisse finir de se faire. Ça commence à sentir très 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 bon en effet ici. Est-ce que tu as une autre question pendant que les épices se dorent dans la poêle? Tout à fait. Alors, comme on est à fond dans les épices, j'ai une question de Mario qui nous demande comment bien conserver les épices. C'est vrai qu'on c'est quelque chose qui on ne sait pas toujours comment on conserve au mieux nos épices, donc comment on fait pour préserver? La conservation des épices, c'est effectivement essentiel et c'est quelque chose qu'on fait souvent mal. Donc il y a 2 sujets différents qui sont les épices brutes d'un côté et les épices en poudre de l'autre. Donc les épices brutes, elles peuvent se conserver, je dirais, plusieurs années sans aucun problème. Ce qui altère le plus les épices, c'est finalement la lumière et évidemment de les laisser ouverts. Donc du coup, on a intérêt à mettre ça dans des petits containers fermés. Et pour tout ce qui est poudre, pour le coup, il y a une vraie logique de fraîcheur. C'est-à-dire qu'en Inde, quand on fait sa poudre, son garam masala, on va l'utiliser dans les quelques jours, voire quelques semaines qui viennent. Donc, il faut vraiment avoir l'épice la plus fraîche possible, la moulue il y a le moins longtemps possible. Et là, pareil, il faut toujours les conserver à l'abri de la lumière. Donc, soit dans des containers en métal, ou sinon dans un container en verre, mais que l'on met dans un placard. Donc, les épices, ça s'enferme. Christophe, tout à l'heure, j'ai vu, tu frimais avec ta cardamone à la main et tu avais un petit bocal, voilà, le bocal en métal que là, vous pouvez laisser sur le plan de travail parce qu'il est parfaitement hermétique. Voilà, merci Christophe. Sinon, toutes les épices en verre, donc ça, typiquement, dans un placard. Ok, les épices au placard. C'est bien, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Là, on en est... Ça sent bon. Ça commence à sentir bon, mais... Ça peut peut-être encore sentir encore meilleur, je pense. Je pense que ça peut être... ça sent légèrement comme chez mon dentiste, en fait, à cause du clou de girofle. C'est surtout ça qui sent pour le moment. Si je peux me permettre, Estelle, moi, on dit on se guide à l'odeur. Moi, c'est quand ça commence à embaumer toute la pièce que je sais que c'est bon. Et que c'est une odeur qui est agréable et qui reste. Et... Enfin, je sais pas quelque chose de très intense, donc. Voilà, c'est quelque chose de très... Mais effectivement, juste avant que ça brûle, quoi. Est-ce que tu utilises une poêle classique, un wok, un truc en fonte plutôt type poêle anti-adhérente, quoi, parce qu'effectivement, c'est plus pratique. Ouais, c'est plus... Ouais. D'accord. Je fais une parenthèse sur le riz. On va éviter de le brûler. En fait, l'eau est complètement évaporée. Donc là, tu vois, le riz est presque cuit à point. Donc ce que je vais faire, c'est je vais juste le laisser 2 minutes encore à couvert. C'est vraiment une idée indienne qui est que le riz finit de se cuire tranquillement et après on peut le découvrir et le servir. C'est intéressant d'avoir dans ces cas-là un couvercle transparent, donc ça simplifie la vie aussi. C'est mieux, ouais. Alors les épices sont en train de griller. On a encore peut-être 2 minutes pour répondre à une question. Alors, on a une question qui nous parle d'un autre classique indien. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre entièrement là, mais on nous demande comment on fait un cheese naan et est-ce que c'est simple, est-ce que c'est facile. Alors, je sais que nous, on va préparer une petite vidéo avec la recette du cheese naan, mais les grandes étapes, est-ce que c'est simple à faire à la maison, voilà.
Alors oui, c'est simple, c'est une pâte levée, donc c'est finalement comme faire du pain, mais en plus simple, hein. C'est une pâte qui lève très vite, avec moi je conseille de mettre à la fois de la levure chimique et de la levure de boulangerie pour obtenir à la fois le côté un peu panifié et le côté très léger du naan. Et ensuite, quelque part, l'étape la plus difficile, hein, c'est de mettre le fromage dedans. Donc du coup, il faut pouvoir faire une petite enveloppe, hein, la refermer, la souder bien et ensuite réétaler son naan pour avoir le parfait cheese naan, qui est quand même un plat parisien, je le précise. Qu'est-ce que tu mets comme fromage à l'intérieur? De la vache qui rit, selon la recette parisienne. Puisque Ouais, le cheese naan a été inventé par un cuisinier plutôt en France, hein. Et c'est vrai que c'est une recette, en tout cas dans la version que l'on connaît avec la vache qui rit, très fondante, que tout le monde aime, qui est vraiment typiquement française dans une certaine mesure. C'est d'ailleurs un des points importants de la cuisine indienne, c'est que c'est effectivement une cuisine qui est très diverse, hein, parce qu'il y a plein de régions, plein de traditions très différentes, mais aussi une cuisine qui fait plein d'allers-retours avec d'autres pays, et donc il y a plein de plats qui sont iconiques de la cuisine indienne et qui ont été inventés à l'étranger. Par exemple, le poulet tikka masala, que tout le monde connaît et qui paraît être un incontournable de la carte d'un restaurant indien, est en fait une invention londonienne. Ouais, décidément, c'est la foire aux idées reçues, là, Exactement. entre le tikka masala qui vient de Londres et le cheese naan qui vient de Paris. Apollina, je te voyais rire aussi sur le cheese naan. Oui, parce qu'il y a deux choses. Pour la cuisson de naan, tout sérieusement, hein, ça se fait dans un tandoor qui monte à température. Le tambour, c'est le four. C'est de la forme d'un amphore, si vous voulez, hein, une table en forme d'amphore. On met les braises au fond et la température dans un tandoor monte jusqu'à 7, 8, 900 degrés. Donc voilà. Ce qu'il faut penser, facile à faire à la maison, donc. Voilà. Donc à la maison, le four doit être préchauffé vraiment très au maximum, très haut au maximum. Si vous pouvez mettre une pierrade ou une pierre à pizza, c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à avoir ça, un petit pot en terre cuite. Vous le mettez à l'envers et vous mettez votre naan dessus. D'accord. Donc la pierre à pizza pour le naan, c'est bourré d'astuces cette émission aujourd'hui. Mais sinon, il y a un truc très simple aussi pour le naan qui marche très bien, c'est le wok chauffé à blanc. Oui. Dans le bon sens ou retourné? Non, dans le bon sens. Dans le bon sens. Et donc du coup, sur ta plaque, hein, mais chauffer très fort et après tu mets ton naan quand le wok est brûlant et ça marche très bien. Ok. Eh ben, est-ce que là ça commence à être pas mal? Ben là, ça commence à être même vraiment bien. Je pense qu'on pourrait arrêter. D'accord, on va tirer du feu. Alors là, on a un masala entier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire après? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut le laisser un peu reposer pour ne pas le broyer à chaud. Donc, on va laisser refroidir ou en tout cas tiédir le mélange. Et ensuite, on peut le broyer donc tout simplement dans un petit moulin à café électrique. Ça marche extrêmement bien. Alors, le club des fans du moulin à café électrique. Voilà, nous avons un modèle vintage du Plébel Effet. Maman, si tu regardes, tu reconnaîtras le tien. Qui a fait plusieurs générations, apparemment, il a toute une histoire. Oui, alors effectivement. Et moulin à café, c'est pas si facile que ça à trouver en fait. Hein. Donc... Ouais, je conseille des moulins à café bien simples, bien basiques, qui marchent parfaitement pour faire son mélange d'épices. On va pas le faire tout de suite parce qu'il faut que ça refroidisse et puis surtout ça fait un boucan assez terrible. Prévenez les voisins quand vous faites votre masala parce qu'il y a quelques plaintes. Karine, tu nous disais tout à l'heure que toi tu utilisais un mortier. Donc, oui, parce que je me suis pas encore équipée vraiment avec le moulin, enfin surtout pour faute de place au départ et que bon, on y arrive. Le truc c'est que c'est plus long, on le fait en plus petite quantité. C'est vrai que c'est pas voilà, mais on y arrive. Faut pas s'arrêter. C'est un peu long peut-être. C'est un peu plus long, mais enfin franchement. Voilà, je fais ma poudre et voilà, je galère un peu. De la journée, accessoirement. Donc. Comment? C'est bon pour les bras. Oui, voilà, oui. Mais comme quoi, la cuisine, je pense que c'est surtout une question d'envie avant tout. Plus que quand on est motivé, voilà, on le fait. Voilà, mais bon, je penserai à m'équiper aussi quand même, à l'occasion. Encore une autre question peut-être? Alors, on a une question sur le dal de lentilles, qu'on connaît bien aussi, qui est un plat, si je ne me trompe pas, par rapport au cheese naan, plutôt bien indien. C'est Bruno qui nous demande si ce sont bien des lentilles corail qu'il faut utiliser dans le dal.
Alors, le dal, c'est le nom générique du plat de lentilles. Et donc, on peut, pour faire un dal, utiliser toutes sortes de lentilles. Donc, c'est vrai que souvent, les recettes en Europe sont faites à base de lentilles corail parce que c'est plus pratique à trouver, j'imagine. La recette de base en Inde, ça sera à partir de ce qu'on appelle du tour dal, qui est du pois jaune cassé. On peut faire des dalles à partir de plein de choses. On peut les faire à base de chana, donc en fait de pois chiches. On peut les faire avec du urud dal, donc du soja noir pelé. On peut faire des dalles aussi avec des lentilles qui ressemblent un peu aux lentilles vertes du puits. Et puis on peut faire des dalles avec des mélanges de tous ces ingrédients, puisqu'on peut cuisiner un dal en mélangeant par exemple un peu de pois chiches, un peu de urud dal et puis du tour dal. Donc il y a toutes les combinaisons de lentilles sont possibles comme base du dal. Donc le dal, c'est vraiment le nom générique du plat de légumineuses. Apollina, sur le dal, tu as une recette que tu aimes bien? Oui, parlant de dal, oui, on peut faire un mélange séparément. On cuit le dal sans le saler. Parce que si on le sale, le dal ne fond pas. Après, il y a une technique qu'on appelle le tadka ou le bagar, dépendant d'où on se trouve en Inde. Ça veut dire on fait chauffer un petit peu de ghee et puis on ajoute les épices comme du cumin, de sofetida. Est-ce que vous connaissez la sofetida? La sofetida, c'est une épice qui se trouve on le trouve en poudre, mais à l'origine, on trouve en bloc comme ça. Vous voyez? Voilà. C'est un peu flou. Donc, c'est une sorte de pierre, on dirait un peu. C'est une résine. C'est une résine. C'est résine. C'est une résine qui vient de la racine d'une plante que les Romains utilisaient beaucoup. C'est le syphilium. D'accord. Ils ont utilisé tellement que la plante ne se trouvait plus en Europe à l'époque. Ça donne un goût, donc on met juste un tout petit peu, on le frit, et c'est ça qui donne le goût très très particulier de dal. Est-ce que ça ressemble à un goût qu'on connaît déjà, la safetida, pour donner une idée quand on n'en a pas? C'est très proche. Oh. Non, c'est vraiment particulier. Hein. C'est vraiment particulier. Quand c'est cuit, ça ressemble à, c'est assez proche de l'ail avec un goût très fleuri qui n'est pas du tout dans l'ail. Hein. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on ne peut pas reproduire. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, on utilise ça parce qu'il y a quelques religions comme les Jains qui ne mangent pas tout ce qui pousse en dessous des racines, en dessous de la terre. Donc, oignon, ail est proscrit pour eux et ils utilisent de la safetida pour donner ce goût de l'ail et d'oignon. Ah, c'est donc un substitut finalement. Exactement. Ouais, d'accord. Je voulais aussi un petit peu revenir sur les légumineux et les haricots qui sont extrêmement importants dans un régime indien parce qu'on va parler de 2/3 de la population qui est végétarien et c'est leur source de protéines. On mange des dalles pratiquement quotidiennement. Oui, donc d'où l'importance des légumineuses dans la c'est vraiment le plat du quotidien, effectivement. Puisqu'on a encore 5 minutes devant nous, est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, il y a plusieurs questions. Il y en a une sur le poulet tandoori, mais je donnerai la recette à Christine qui nous demande si c'est simple. Et on a également une question sur le lassi. Si on peut en parler 2 minutes et quel est le secret pour un bon lassi? Ça, c'est Manel qui nous demande ça. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un lassi? Alors d'abord, les lassis, il y en a de plein de sortes en Inde. Il y a des lassis sucrés et salés. Et je commencerai par le lassi salé, qui est souvent à base de buttermilk, donc de petit lait, que l'on va parfumer avec des épices et qu'on va rallonger avec de l'eau. Donc ça, c'est vraiment ça, la recette de base. Vous êtes interrompu, c'est quoi le petit lait? Alors c'est ce qui reste quand on a baratté le beurre. Donc le produit le plus proche que l'on trouve en France de ce produit-là, c'est finalement le lait Ribot que l'on trouve en supermarché. Donc on peut faire son lassi salé à base de lait Ribot, c'est très bon, ça marche parfaitement bien. C'est un peu un lassi breton quand même. C'est un lassi breton, oui. On aime bien ce qui est un peu breton en fait. Et ensuite, il y a les lassis sucrés. Alors pour faire un lassi salé, soit on a effectivement du lait Ribot, sinon la façon la plus simple de faire, c'est de prendre du yaourt nature au lait entier et de le diluer avec de l'eau, et sel, épices, voilà.
On a un lacis salé qui est très bon aussi. On a aussi des lacis sucrés. Donc les lacis sucrés sont souvent beaucoup plus crémeux. Et pour obtenir ce côté crémeux, mousseux, la plupart du temps, on dilue le yaourt avec du lait. D'accord, tout bêtement. Donc un volume de yaourt, un volume de lait pour obtenir la bonne texture. Et ensuite on parfume. Donc on peut parfumer soit avec de l'eau de rose, soit avec des épices, avec de la cardamome, du safran. On peut mettre de la pistache. On peut aussi parfumer avec des fruits. Donc mixer une mangue par exemple avec cette préparation de base. Et pour le faire, on peut le faire dans un verre avec un fouet, il faut utiliser un mixeur, il y a une ustensile de On peut faire avec un verre et un fouet, effectivement, un saladier et un fouet. Je pense qu'au blender, si on en a un sous la main, ça donne vraiment un résultat extrêmement mousseux qui est très agréable. Et vous, le lacis, alors, un art que vous pratiquez? Christophe, non, pas adepte. Non, tu n'aimes pas ça, d'accord. J'adore, mais j'ai jamais le courage de le faire. Karine? Lacis non plus? Bon. Apollina? Oui, en plus, je vais vous montrer un ustensile traditionnel qu'on utilise pour justement baratiner le beurre et pour faire notre lacis. C'est ceci. Regardez, ça ressemble à une petite fleur sur la tige et qu'on va mettre dans notre lacis et avec un mouvement comme ça, en avant et arrière, on va crémer notre lacis. Ah oui, et après, si on faisait ça dans du lait entier, dans la crème entière, on peut faire baratiner le beurre, en fait. C'est l'ustensile, exactement, c'est l'ustensile de base du barattage. Voilà. Et j'ai appris aussi que les Mexicains ont un ustensile comme ça pour faire du chocolat. Ah oui. Bon. Oui. Alors moi, j'ai une version moderne de ça, si tu veux. Voilà. On peut aussi utiliser les mousseurs à lait. Ça marche très bien aussi, dans un verre directement, pour aller vite. Voilà. On va juste, puisque ça sent vraiment très très bon dans cette cuisine, entre les épices et le riz, on va pouvoir montrer le résultat final de ton riz. Voilà, je pense qu'on a obtenu le résultat recherché. On a des grains qui sont bien séparés, ils ne sont pas cassés, donc voilà. Bon, on aurait pu le parfumer aussi, ce riz. On aurait pu faire torréfier au départ dans la préparation des épices, de la cardamome, de la cannelle, du clou de girofle et puis des mélanges de tout ça. Bon, sur ce bon plat de riz et ces bonnes senteurs d'épices, nous allons en rester là pour aujourd'hui. On a très faim maintenant. Merci à tous de votre participation. À bientôt. Nous vous donnons rendez-vous le 4 mars pour un prochain Marmiton ramène sa fraise, à suivre sur la chaîne Google+ de Marmiton et également sur la chaîne Marmiton de YouTube. D'ici là, cuisinez bien.